Bonjour à tous, bienvenue dans la 800e de Smartech, 800e édition aujourd'hui consacrée au grand débrief de l'ActuTech. Merci beaucoup, on regarde nos sujets et nos commentateurs que vous découvrez juste après. 800e édition de Smartech pour un grand débrief aujourd'hui avec Henri Dagrin. Bonjour Henri. Bonjour Delphine. Délégué général du SIGREF. Henri Lequelennec, bonjour, avocat spécialiste en numérique au cabinet Flichy-Granger, bienvenue également. Et Alain Garnier, bonjour Alain, président fondateur de Jamespot. Voilà la super team avec qui on va confronter nos points de vue sur les surtaxes douanières et les impacts dans la tech, même si on a d'un seul coup un petit répit, 3 mois de répit pour y réfléchir. On va parler aussi de Gaia-X. Il paraît qu'il faut qu'on crée plein d'espaces de données. On va voir ce qu'il y a derrière ce projet. Mais on commence avec la loi résilience qui passe côté Assemblée nationale. Alors, pour lancer cette discussion, je propose qu'on réécoute Clara Chapaz. C'était à propos du texte qui venait d'être voté au Sénat. La question est donc plus de savoir si, mais quand elle sera attaquée. Nous devons collectivement sortir de la logique du « ça n'arrive qu'aux autres » et apporter une réponse forte. C'est ce que je vous propose aujourd'hui avec le projet de loi résilience. Ce projet de loi s'articule autour de 3 grands axes. Le titre premier s'attache à transposer la directive REC afin de renforcer la... Alors, donc ce texte est une réponse nécessaire, ambitieuse face à la menace croissante qui pèse sur notre nation. Elle parle des ingérences étrangères qui testent nos limites dans les airs, en mer, dans l'espace derrière nos écrans. Est-ce que ce texte vous semble évidemment essentiel, Henri Dagrin ? Je crois que c'est un texte effectivement qui est tout à fait essentiel, qui a été attendu par beaucoup de monde et notamment par tous ceux qui se posent la question de la résilience des chaînes de valeur. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait sur ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale, sur les opérateurs de services essentiels à travers la loi de programmation militaire ou la directive Nice 1. Aujourd'hui, il s'agit d'aller beaucoup plus loin dans les chaînes de valeur, dans les collectivités territoriales, les collectivités hospitalières et de renforcer globalement la résilience de l'ensemble de ce qui constitue le fonctionnement de la société et de son économie. Alors, ce texte, il est passé au Sénat. Là, il va y avoir des travaux à l'Assemblée nationale menés par les députés Philippe Latombe, Éric Bothorel, Anne Le Hénaff qui s'occupera plus particulièrement de Nice 2. Qu'est-ce qui va faire débat? Sur quoi ils vont travailler, d'après vous? Parce qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de consensus quand même. Ce projet de loi résilience, c'est la transposition de 3 textes européens. La loi, le règlement REC, sur la résilience physique des infrastructures critiques, le DORA qui concerne directement tous les établissements financiers, et c'est pas rien. Et donc, c'est la résilience des systèmes numériques. Comment ça va s'articuler aussi entre Nice 2, DORA. Et puis Nice 2. Alors, donc, et Nice 2, c'est donc Network and Information Security, numéro 2, qui suit Nice 1. En fait, ce qui intéresse tout le monde, c'est Nice 2, et c'est la transposition de Nice 2. Et donc là, il y a plusieurs sujets qui sont importants. C'est d'abord qu'il y ait une transposition qui soit homogène sur l'ensemble des pays européens, qu'il n'y ait pas des États qui fassent de la surtransposition, qui fassent du zèle sur cette transposition. Et notamment quand on est une entreprise qui travaille sur plusieurs pays européens, c'est essentiel. Deuxièmement, il y a un calendrier qui doit être réaliste de mise en œuvre. Et ça appartient également aux législateurs. Et puis, il y a un sujet qui est important, c'est celui de l'information. Parce que passer de 300 opérateurs concernés à plus de 15 000, nous, notre conviction, c'est que la majorité des entreprises, des PME ou des ETI qui sont censées être concernées, elles ne sont même pas au courant de ce que c'est que Nice 2, elles ne savent même pas que ça existe et qu'elles vont être concernées. Il faut qu'elles regardent Smartech un petit peu. Absolument. Alors précisément, très attendue cette transposition de la directive Nice 2. Moi, ça fait 2 ans que je travaille sur ce sujet-là, mais avec des clients internationaux, figurez-vous. Ils sont très stressés parce qu'il y a cette nouvelle sanction qui va apparaître sur le défaut de notification auprès du régulateur, qui est donc l'ANSSI en France, 2% du chiffre d'affaires annuel mondial, jusqu'à 10 millions d'euros. Et on prend évidemment ce qu'il y a de plus important selon les cas. Défaut de notification de
violation de sécurité. Ouais. Un petit peu comme on l'avait sur les violations de données personnelles dans le RGPD. C'est ça. Et là, effectivement, on voit que par rapport à ces acteurs aux capitaux étrangers, il faut dire les choses vraiment telles que je les perçois sur le terrain, il y a une grande fébrilité et il y a aussi le souhait d'avoir l'appui du régulateur qui est donc, encore une fois, l'ANSSI, en termes de supervision proactive. Donc il y a une grande attente. Il y avait une déception sur le fait que le délai de transposition, normalement, c'était en octobre l'an dernier. Voilà, mais avec les soubresauts politiques, il a fallu attendre un petit peu. Donc c'est vraiment très attendu et on souhaite avoir la feuille de route. Le législateur prenne son temps, j'ai l'impression. Oui, sachant que, évidemment... travail. Voilà, d'une part. On sait bien, et je crois que la ministre elle-même a dit qu'il n'y aurait pas de gold plating, donc pas de surtransposition, et que sur cette base-là, ensuite, c'est bien entendu au niveau de l'ANSSI qu'on va avoir les bons interlocuteurs aussi selon les secteurs concernés, puisqu'évidemment, la cybersécurité dans la défense, l'aéronautique, la médecine ou les collectivités territoriales, c'est quand même pas tout à fait les mêmes enjeux. Ouais. On espère plutôt y échapper quand on est une entreprise française. On se dit pourvu que je ne sois pas dans le scope. Mais finalement, qui va pouvoir y échapper? Parce que ça ruisselle. À chaque fois, on parle des grandes entités, mais finalement, qui travaillent avec des sous-traitants, qui sont des plus petites boîtes, des PME, qui peuvent être concernées finalement. Complètement. Mais je pense que échapper, non. Justement, ce qui a été dit, c'était très juste. Je pense qu'il faut séparer. On ne peut pas et il ne faut pas, c'est ça. Il ne faut pas. Ouais. Je pense que le fameux, ça n'arrive qu'aux autres. Ça. Mais simplement, il est où le problème? Et on a quand même une opportunité justement à travers tout ça. C'est que oui, les problèmes de cybersécurité sont de plus en plus importants. Oui, il faut que les entreprises montent en capacité, en savoir-faire, se doter d'outils, se doter, on parle de résilience aussi, de backup. C'est-à-dire pas d'avoir un seul outil qui fait une chose parce que sinon, ça, on est en risque. Ça, dans DORA, c'est très explicite. Ouais. Mais ça, c'est très explicite. Or, par exemple, aujourd'hui, voilà, on connaît l'habitude des boîtes françaises à être que sur un seul outil. Voilà, ça, c'est bien. Justement, il va falloir changer de cette logique-là. Ouais. Donc ça ouvre aussi des questions intéressantes de diversité. Mais le problème, c'est que c'est pas seulement faire la sécurité, mais c'est souvent le problème de la norme, de la documentation. Et on a, par exemple, des études qui montrent des fois qu'on peut dépenser plus, plus d'argent, plus de temps à expliquer ce qu'on fait que le faire. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à la fin... Ça, pour une PME, ça peut être très problématique. On peut se retrouver avec le fait que, du coup, les PME arbitrent plutôt pour faire du papier et de l'audit, plutôt que de faire de l'amélioration de système. Ouais. Et là, on voit le problème. Et ça, c'est le problème de la surréglementation. On a une opportunité, par contre, on a cité les noms, on a Philippe Latombe, Éric Botorel et Anne, qui sont des gens qui... Anne Le Henaf, qui ont... Merci. Anne, voilà, je disais son prénom tout de suite, mais oui. C'est des gens d'ailleurs qu'on connaît dans le domaine. Et longtemps, on a dit les politiques ne s'intéressaient pas au numérique, etc. C'est pas vrai, on a des gens qui sont... Là, on a des experts. Voilà, ils sont alors après, ils ont des positions qui sont des fois, par rapport justement aux acteurs en présence, plus pour ou contre, en bon politique, ils amènent une vision politique, mais c'est des gens qui connaissent l'action du numérique. Et ça, je pense qu'il faut dire aussi qu'on n'est plus dans le temps où il fallait expliquer aux députés ce qu'était le numérique. On a des gens vraiment qui sont... à quelques députés, parce que ça reste quand même une poignée de députés. La preuve, on les connaît tous. Non, mais Anne Le Henaf, notamment, c'est elle qui va être rapporteure sur la transposition de la directive NIS 2. Et elle a conduit un groupe de travail très important et auquel j'ai participé, avec de nombreuses, notamment, organisations professionnelles, sur justement, dans le cadre de la Commission supérieure du numérique et des postes, un groupe de travail sur la transposition de la directive NIS 2. Elle a écouté, entendu et auditionné tous les gens concernés d'une manière ou d'une autre. Ça a été un très gros travail qui a été réalisé. Et moi, j'invite à aller lire son rapport, son avis qui est publié sur le site de la Commission supérieure du numérique et des postes, publié en octobre 2024. Travail remarquable. Voilà, donc Anne Le Henaf, elle connaît super bien le sujet et je pense que ça va être un rapporteur particulièrement intéressant. Bon, je précise qu'on devait l'avoir avec nous là, dans le débrief, mais elle a été retenue à l'Assemblée pour un vote important. On en a fini sinon avec les polémiques autour du chiffrement, là Quelle polémique? Certains articles 16 bis, par exemple. Donc, en effet, on revient sur cette question de est-ce qu'il faut ouvrir ou pas obligatoirement une backdoor sur tous les systèmes de messagerie instantanée, tout particulièrement. Alors, on a eu des tentatives contre le narcotrafic d'introduction précisément d'une disposition législative permettant ou obligeant les éditeurs de ce type de services de messagerie à créer une telle backdoor, en fait, qui concerne finalement une clé
clé de déchiffrement maîtresse. Et puis, à l'inverse, dans ce projet de loi de transposition de la directive NIS 2, des députés ont cru beau introduire le fait que ça devait être interdit, quelle que soit effectivement la raison, à tout jamais. Donc on voit quand même qu'on est dans deux logiques totalement irréconciliables, et qu'à ce niveau-là, on est quand même tenu au niveau européen de rappeler que la Cour européenne des droits de l'homme, de toute façon, a déjà jugé que c'était interdit de manière générale et absolue. Donc, ça c'est bien de le rappeler. Utile, c'était en février 2024, c'est pas si vieux. Et est-ce qu'il est vraiment... On a la mémoire courte parfois sur certains sujets. Je suis là pour ça. Oui, mais pas le législateur. Le législateur ne devrait pas avoir cette mémoire courte. Il n'est pas censé avoir la mémoire courte. Absolument. Absolument. Donc on voit qu'on est peut-être dans une inflation législative. Est-ce vraiment si indispensable que ça? Est-ce qu'il ne faut pas laisser aussi le juge faire son métier et appliquer des textes qui sont déjà par ailleurs très précis, que ce soit sur les écoutes sous toutes leurs formes, comme dans leur application concrète. Voilà, et là, sur ces 3 textes, justement, il y a déjà suffisamment de travail. On passe à notre autre sujet, c'est la majoration des droits de douane. Alors, répit accordé par Donald Trump hier soir pendant 3 mois, on va pouvoir retourner cette question. Moi, ça m'intéressait d'avoir votre sentiment, déjà, votre première réaction pour le secteur du numérique et de la tech. Quels seraient les impacts ? Les impacts sont déjà arrivés, en fait. C'est-à-dire que d'un système mondialisé dans lequel on avait construit notre système numérique en interdépendance complète, voilà, sachant que dans le même temps, il y avait cette volonté d'autonomie stratégique qui monte, parce qu'on sent bien qu'il y a ces risques, Donald Trump nous montre qu'il est capable à n'importe quel moment de prendre des décisions d'arrêt, de stop and go sur les systèmes. Ça, on l'a vu sur l'Ukraine, et donc ça, c'est un vrai sujet de fond. Et sur l'action du prix. Donc la disponibilité du produit et son prix. Donc en fait, tout d'un coup, tout le monde se réveille en se disant maintenant, il va falloir peut-être réfléchir autrement ce rapport à cette logique de mondialisation dite heureuse et intriquée. Donc mais est-ce que le problème, c'est que... On est là sur le moment, et donc chacun, entre ceux qui pensent que rien n'est possible et qu'il faut faire comme avant, vite, il faut retrouver le modèle d'avant, ceux qui pensent que rien ne sera jamais comme avant, ceux qui pensent qu'effectivement, il faut justement profiter de cette opportunité pour, d'une certaine manière, transformer notre dépendance numérique. Moi, je pense qu'effectivement, ça y est, ça fait bouger les lignes très fortement, et que ça a des conséquences économiques. On en parlait typiquement, nos amis d'OVH Cloud ont eu leur cours en bourse qui a explosé. On a nos cloudistes français, Scaleway, Outscale et OVH, qui ont le grand sourire, parce qu'effectivement, ils ont un afflux aujourd'hui de demandes. Nous, pour la première fois, on voit des sorties GAFAM, c'est-à-dire des gens qui n'imaginaient pas être en dehors du GAFAM, venir voir ce qui existe en dehors du GAFAM en se disant et alors, pour des raisons, encore une fois, de risque et de prix. Donc moi, je pense qu'on est dans cette évolution-là, et après, on a Trump qui joue chaud-froid. C'est-à-dire que hier soir, effectivement, on avait des taxes à 30%, c'est plus que 10%, demain ça peut revenir, il peut toucher un truc. Enfin, là-dessus, l'imprévisibilité trumpienne, elle est encore là. Ouais, j'ai quand même une réaction de Maya Noël, la directrice générale de France Digital, qui dit qu'en gros, quand même, le secteur est sidéré. Ouais, enfin, il faut sidérer. D'abord, il faut garder la tête froide. Je crois qu'il faut raisonner avec son cerveau et non pas avec ses tripes. Raisonner de manière rationnelle et pas émotionnelle. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je crois qu'il ne faut pas confondre 2 objectifs. Il y a un objectif de long terme qui nécessite des politiques publiques de long terme, fermes, ambitieuses, pour restaurer une certaine forme de maîtrise de nos dépendances technologiques. Ça va prendre du temps. Mais il ne faut surtout pas confondre ces objectifs avec les objectifs conjoncturels de réponse aux hausses tarifaires imposées par les États-Unis dans le cadre de ces droits de douane. Parce que quand on amène des mesures dans la négociation, parce que le but c'est de négocier, si on veut qu'il enlève ses droits de douane, il faut qu'on soit capable d'enlever les mesures que l'on aura proposées. Or, si ce sont des mesures pour restaurer notre autonomie technologique à long terme, on se retrouve gros gens comme devant en disant bon, finalement, on va les retirer parce que vous retirez vos droits de douane. Ça n'aurait pas de sens. On ne peut pas monnayer en fait cette autonomie. Voilà, il ne faut pas la monnayer et il faut donc disjoindre les 2 objectifs. Ce sont des objectifs fondamentalement différents. Et vous pensez qu'il y a des pressions, Henri, quand vous dites ça, vous pensez qu'il y a des pressions sur ces sujets ? Moi, j'ai rencontré, il y a beaucoup de gens qui nous ont sollicité au CIREF pour nous dire c'est le moment, il faut associer les 2 sujets. Nous, au contraire, on pense qu'il faut les dissocier parce que ça serait
ça serait terrible de les associer, parce qu'à un moment, ça voudrait dire que ce sont des instruments de négociation. Ce n'est pas de la négociation. On ne négocie pas sur la restauration de cette autonomie technologique, sur la maîtrise de nos dépendances numériques. Et enfin, les réponses, elles ne peuvent être qu'européennes. Il n'y a pas de voie pour des réponses qui soient, qui soient désordonnées entre les différents États membres. Et si ça commence comme ça, Trump aura gagné et il aura mis le coin qu'il cherche à mettre entre les Européens. Bon, et après, de toute façon, si on voulait taxer... Parce qu'attention, les tarifs, c'est pas Trump qui va mettre des droits de douane sur les services numériques qu'il exporte des États-Unis vers l'Europe. C'est pas comme ça que, en général, les choses se passent. Hein, c'est l'inverse. Hein. Mais les Européens, est-ce qu'on va mettre des droits de douane sur des flux commerciaux ? Il n'existe pas, ces flux commerciaux. Et comment on fait pour taxer des services numériques ? Parce que les services numériques, d'abord, ils sont commercialisés en intra-européen. On ne sait bien taxer que ce que l'on mesure bien. Alors les voitures, dans un sens, hein, on sait les mesurer à l'unité près, les tonnes de blé également, ou le nombre de carcasses, hein, les tonnes de carcasses de bovins ou d'ovins, enfin bref. Mais le temps passé sur Instagram... mais les services numériques qui viennent des États-Unis, il n'y a pas de flux commerciaux. Hein, ce sont des flux intra-européens. Et il y a des flux financiers également très opaques qui ne repartent pas d'ailleurs vers les États-Unis directement, mais via des paradis fiscaux. Tout ça étant sciemment organisé de manière consciente pour faire de l'évasion fiscale, hein, ou de l'optimisation, si on va être poli, par ces grands opérateurs. Dans la mondialisation heureuse, il y avait l'OMC qui pouvait réguler un petit peu et permettre aux États, hein, ce n'étaient pas les acteurs eux-mêmes qui intervenaient, d'obtenir des arbitrages lorsque manifestement on était en dehors précisément des règles de liberté du commerce. C'est fini parce que depuis 2019, il n'y a plus de nomination de juges, il n'y a plus les fonds qui vont bien et en plus tout est paralysé. En revanche, moi je pense que même si la mondialisation n'est plus heureuse, il reste la mondialisation. Et il y a un adage qui s'applique toujours, c'est « Think global, act local ». Donc je pense qu'en effet, c'est en cultivant son jardin auprès de son marché et de ses clients qu'on peut survivre et sortir la tête haute. Je vous propose qu'on écoute Jean-Noël Barrot à l'Assemblée nationale. Vous avez cité les services et nous disposons depuis 2023 d'instruments qui permettent à la Commission européenne, lorsque les intérêts européens sont en jeu, de s'en prendre, si je puis dire, à l'accès au marché public, à l'accès de certains services sur le marché unique européen. Mais je crois que vous avez... Donc Jean-Noël Barrot parle quand même de décisions dévastatrices, de droits de douane extravagants, et il nous dit mais on a les instruments aujourd'hui. Ben oui, c'est là où j'entends ce que dit Henri. Simplement, c'est que ce qui se passe, c'est que dans la tête déjà des consommateurs, les deux sujets ont un petit peu, il y a eu un petit court-circuit, c'est-à-dire que tout d'un coup, on se dit, il faut faire de la pédagogie, il faut expliquer que c'est pas lié les deux. La pédagogie, de toute façon, c'est toujours bien. Après, la pédagogie, c'est la pédagogie de quoi ? Je pense que ce que dit juste Jean-Noël Barrot, c'est qu'on ne peut pas, étant donné le déficit aussi, il faut voir la question des balances commerciales. Notre problématique, effectivement, c'est qu'on a plus de 260 milliards sur la question des services numériques au niveau européen. Alors là, je rejoins Henri, il faut être au niveau européen. Pour moi, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais simplement, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, oui, il faudra bien aller sur ce terrain-là, à un moment donné, en négociation, pour peut-être à la fin baisser en intensité, mais en attendant aller en négociation. C'est pas juste avec le bourbon, le fameux bourbon qu'on met, qu'on enlève, qu'on va régler les problèmes systémiques de notre économie, qui aujourd'hui est dépendante. Donc quelque part, Trump nous donne aussi l'opportunité là-dessus de reprendre pied sur cette chose-là. Est-ce qu'on pourrait imaginer que l'accès... C'est là où on n'est pas d'accord. Il n'y a pas de consensus. Est-ce qu'on pourrait imaginer que l'accès à certains services numériques soit rendu plus compliqué, plus cher Si c'est plus cher, je prends un exemple. Allez, on va dire M365 versus Jamspot. Hein, Microsoft 365. Microsoft 365. Dans une grande entreprise, sortir de Microsoft 365, c'est un projet industriel extrêmement coûteux en ressources, en compétences et en change management. C'est un projet sur plusieurs années. Allez, on va dire 5 à 7 ans pour une très grande entreprise. Une hausse de 20% du tarif, vous pensez que ça va être un signal pour sortir ? Non, c'est pas ça qui va être un tarif, qui va être un signal pour une entreprise. Ouais. C'est pas ça. De toute façon, on est déjà sur tendanciellement des hausses tarifaires de 10% par an. Allez, 20% d'un coup, parce que et puis ça vient dans une négociation, et puis demain, c'est supprimé comme droit de douane.
pas sérieux, d'autant plus que la situation politique, diplomatique, relationnelle, commerciale entre l'Europe et les États-Unis dans 5 ans, qui peut prédire ce qu'elle sera? Donc, et puis se retrouver, mener un projet comme ça, complètement stérile en termes de compétitivité pour l'entreprise elle-même. Je sais pas, je pense que c'est pas un bon signal. Bon, c'est un argument intéressant. Ah mais complètement. Oui, après moi, Google, elle vient, elle va. Enfin, ce que je veux dire, c'est que l'effet prix, on peut le voir dans l'autre sens. On a cité des noms de produits. Microsoft, par exemple, s'est déployé avec Teams parce qu'il l'a donné gratuitement. Donc, il a fait du dumping. Quelque part aussi, aujourd'hui, les entreprises ont bénéficié de ce dumping-là. Et aujourd'hui, effectivement, quelque part, pour passer à une autre solution, non seulement, effectivement, il faut mettre ce manpower, mais effectivement, il faut payer peut-être le prix juste et non pas un prix avec du dumping. Quelque part, l'augmentation de tout ça en termes de prix, c'est de ramener à des prix de marché et non pas à des prix de dumping. Donc, je comprends que pour les entreprises, en particulier les grandes entreprises qui sont très dépendantes de ça, oui, mais les prix de marché, est-ce que ça passe par des majorations de droits de douane? Pas forcément, ça c'est de la régulation comme on peut le faire à Bruxelles. Ah mais oui, mais il aurait fallu que Bruxelles là-dessus s'arme et non pas mettre en place un DMA, par exemple un Digital Market Act, dans lequel on s'est réveillé le matin et par exemple le fameux Microsoft qui détient 80% du marché n'était pas dans le DMA. Donc il y a aussi des choses qui n'ont pas été faites d'un point de vue juridique pour nous protéger selon nos règles, on va dire les plus un petit peu quand même. On donne la parole à la défense. Oui, voilà. Dans le Data Act, vous avez déjà quelques dispositions qui, précisément, en termes de tarification des services cloud, viennent un petit peu. Data Act. Eh bien oui, c'est un peu un cavalier législatif. On a introduit. Mais c'est à la marge. Hein. C'est à la marge. Le Digital Market Act. Mais c'est quand même au niveau pan-européen, j'ai envie de dire, et c'est un début. Je ne dis pas que ça suffit. C'est vraiment très à la marge. Mais sur le Digital Market Act, pourquoi, par exemple, les systèmes à la fois cloud et là, les outils dont on vient de parler, sur les cloud services n'ont pas été intégrés. Absolument. Et ça, par exemple, c'est que AWS, Google Cloud et Microsoft Azure n'aient pas été désignés comme gatekeepers au titre du DMA sur les cloud services, c'est absolument scandaleux. Voilà. Il reste un chemin à parcourir, c'est sûr. Ça, c'est une arme qu'on n'a pas encore utilisée. Mais il ne faut pas l'utiliser dans le cadre des droits de douane, parce que ce n'est pas un sujet de négociation. Exactement, c'est J'aurais une arme préféré qu'on le fasse différente. dans le cadre du DMA, et là-dessus, on va se retrouver avec Henri, plutôt que sur le cadre des droits de douane. Ce que je veux juste te dire, c'est que quand une situation devient totalement anormale, il faut sortir aussi des modèles, j'ai envie de dire, bien pensants et positifs. Moi aussi, je préfère la mondialisation heureuse. Moi aussi, je préfère qu'on n'ait pas des droits de douane. Moi aussi, je préfère qu'il y ait la circulation des hommes, des capitaux et des produits, et non pas la fermeture des frontières. Moi, je ne vois absolument pas dans tout ça un truc positif en soi. Ce que je dis, c'est que nous, en tant qu'Européens, on a en face quelqu'un qui a un comportement et il faut qu'on adapte notre comportement. Mais c'est il faut tout. agir de la même façon. Bon, on passe à notre dernier sujet parce qu'il ne reste plus que 5 minutes et je voulais quand même qu'on parle de Gaia X parce que on a le SIGREF qui est avec nous et qui est désormais le coordonnateur avec l'Institut Mines Télécom de ce hub français, Gaia X France. Vous avez tenu une conférence à Bercy. Alors moi, du coup, j'ai découvert qu'on recensait 180 projets de ouais, même 200, un peu plus de 200. Ok, d'accord. En Europe. Très bien. À quoi ça sert? Enfin, est-ce que c'est ça Gaia X finalement le projet? C'est créer des espaces de données? C'est pour qui? Pourquoi? Gaia X au départ n'est pas un cloud provider, ni même un fournisseur de services cloud. Il ne l'a jamais été. Non, mais il y a beaucoup de gens qui le pensent. Gaia X, c'est c'était quand même l'idée de créer un cadre Gaia de règles X est communes dans une le cloud, association qui produit des frameworks de techniques juridiques, de gouvernance, d'organisation sur les business models pour créer des espaces de données pour ceux qui en ont besoin, pour tout secteur d'activité, créer des espaces de données dans lesquels on peut partager des données de manière sécurisée afin de créer de la valeur, notamment en utilisant des systèmes d'intelligence artificielle qui vont pouvoir exploiter ces données de manière sécurisée pour celui qui est le propriétaire de la donnée et non pas se faire phagocyter ses propres données. Donc ça marche vachement bien. Il y a quoi dans ces espaces de données aujourd'hui? Eh ben, vous avez des espaces de données. Par exemple, il y en a un qui est particulièrement intéressant, s'appelle EONAX, qui a été créé notamment par Aéroports de Paris, Air France, SNCF, Renault, Accor, et qui a été il y a eu une première utilisation de ces espaces de données dans le cadre des Jeux Olympiques. C'est pour partager de la donnée et offrir à l'utilisateur de tout ce qui est mobilité, tourisme, eh bien, des données, des services à valeur ajoutée
en partageant ces données avec tous ces acteurs. Voilà. Et ça se multiplie dans plein de domaines différents. La culture, Mais l'idée, on est d'accord, c'est quand même de créer l'éducation. des règles communes. Est-ce qu'on peut dire que ça pourrait être une alternative à l'EUCS, par exemple, des règles communes au niveau européen sur le cloud, la sécurité, le partage de données? L'IUCS, c'est un schéma de certification de sécurité des services cloud à valeur légale. Donc là, il n'y a pas de valeur légale. Gaia-X est une association européenne qui a produit un référentiel, effectivement, où en matière de sécurité, sur les labels de sécurité, eh bien, le niveau 3 correspond à ce qu'on appelle les UCS I+, c'est-à-dire des critères d'immunité aux législations non européennes à portée extraterritoriale. Mais c'est une recommandation d'une association qui fait de la normalisation. Voilà, c'est un facilitateur. Ça a permis aussi le rapprochement de certains acteurs industriels. Après, si vous êtes en France et que vous voulez sécuriser vos données, de toute façon, on en reviendra à SecNumCloud version 3.2. Il n'y a pas mieux actuellement sur le marché. Oui. Donc, si on veut échanger en France, hein. Parce qu'en Europe, ça ne marche pas et l'échelle, elle doit être européenne. C'est pour ça que nous, SecNumCloud, ça reste un petit truc national et ça ne permet pas de travailler. Qui fait ramer beaucoup de gens. Mais qui ne permet pas de travailler au niveau européen de manière sécurisée. C'est pour ça qu'on a besoin de l'EUCS I+. Oui, mais pour revenir donc à ce sujet de Gaia-X, là ça se passe au niveau européen et vous travaillez avec les big tech américaines. Et je ne sais pas, ça pose pas des problèmes sur les niveaux de règles et d'exigences que vous vous fixez? Ce que l'on demande à tout opérateur qui veut travailler dans le cadre de Gaia-X, et suivant les frameworks de Gaia-X, c'est d'adopter ces frameworks et de faire en sorte qu'ils soient mis en œuvre. Et si ensuite chaque producteur de données qui veut partager ces données a des exigences, si les hyperscalers américains ne répondent pas à ces exigences, ils seront exclus des travaux. Ça n'a rien changé, la nouvelle situation géopolitique au sein de Gaia-X? Non, je ne pense pas qu'il n'y a pas de raison. Pour l'instant, en tous les cas, il y a tous les cas de figure qui sont prévus par les frameworks. Après, c'est à chacun des utilisateurs de les prévoir. Et il faut savoir qu'il y a plus de 2,3 milliards d'euros qui sont déjà engagés pour la création de ces espaces de données au niveau européen d'argent public. Comment vous voyez ça, justement, ces initiatives telles que Gaia-X? Moi, je trouve que Gaia-X, pour moi, c'est un revival, en fait, je vais le dire comme ça. Gaia-X, la première... le revival de quoi? Le revival de l'idée d'un cloud au départ européen. Pas forcément opérateur, mais de se mettre d'accord. Il y a eu, après l'entrisme des Américains, et après, par contre, il y a eu des gens de bonne volonté qui se sont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire et quelles sont nos problématiques? Et la question des data space est un vrai sujet. Et là, par contre, on a un peu plus d'autarcie et effectivement d'autonomie. Et donc, c'est ce qui, effectivement, fait que Gaia-X a un revival, pour lequel, d'ailleurs, là, on voit bien qu'il y a à nouveau une autre dimension. Mais oui, il y a Gaia-X 1 et Gaia-X 2, et ils n'ont pas grand-chose à voir. Et c'est pour ça qu'on reste avec le vieux Gaia-X, qui était peut-être une chimère, mais en tout cas, on a un nouveau Gaia-X qui peut-être est prometteur, mais sur d'autres sujets que celui initiaux, et qui sont non moins intéressants. Voilà, c'est pour ça que j'avais envie de faire un point. Mais ça y est, il est terminé. Point final de ce Smart Tech 800e. Merci d'avoir été avec moi pour ce débrief. À très bientôt sur la chaîne Be Smart for Change.